bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les mécanismes essentiels au cœur du processus éducatif. On va s'appuyer sur un texte de Saïd Dakar, paru sur Kalima Éduc. Il y analyse ce qu'il appelle les 3 acteurs fondamentaux de toute action pédagogique. L'idée, c'est de comprendre comment ces 3 éléments, l'éducateur, l'apprenant et puis le milieu, comment ils interagissent en fait. Ce ne sont pas des pièces isolées, c'est vraiment une dynamique, une relation complexe. Oui, exactement. Le texte nous pousse à voir l'éducation un peu comme un écosystème où tout est lié, interdépendant. On va explorer ça, comment comprendre chaque acteur et surtout leurs liens. Comment c'est déterminant pour que l'apprentissage fonctionne vraiment. Parfait. Alors commençons pour le premier acteur, l'éducateur. Le texte rappelle quelque chose d'intéressant. À l'origine, éduquer, c'était surtout les parents, non ? Une fonction assez naturelle ? Tout à fait. C'était très intégré à la vie familiale quotidienne. Mais voilà, les grandes transformations, l'industrialisation, l'urbanisation, ça a changé la donne. Complètement. Et on est passé à une professionnalisation. Comment le texte définit cet éducateur d'aujourd'hui ? Alors, est-ce qu'on va au-delà du simple prof qui transmet ? Ah oui, largement au-delà. La définition donnée est assez riche, je trouve. Elle dit « un professionnel de la relation formative qui, dans un cadre éthique et institutionnel, accompagne le développement global de personnes, en mobilisant des compétences pédagogiques, relationnelles et épistémiques. » Bon, c'est un peu dense dit comme ça, mais... Un peu relation formative. Qu'est-ce que ça implique vraiment ? Ça souligne que la relation elle-même est un outil de formation. C'est pas juste être sympa, c'est intentionnel, orienté vers le développement de l'autre. Et puis il y a la dimension éthique qui est centrale. Et l'accompagnement global. Global, ça veut dire quoi ? Pas juste la tête ? C'est ça. Pas juste l'intellect. C'est la personne entière, l'affectif, le social. On n'est plus seulement dans l'instruction pure, c'est vraiment l'éducation au sens large du terme. D'accord. Donc les missions sont multiples. Transmettre savoir et valeurs civiques, ça reste, j'imagine ? Oui, bien sûr. Mais aussi former la personnalité intellectuelle, affective, sociale, et puis créer un environnement favorable. C'est crucial ça. Le texte cite Freinet, Mérieux. Pourquoi ces références ? Mais elles illustrent bien cette idée d'adaptation, de posture réflexive. Freinet, déjà à son époque, insistait pour partir de l'enfant, de ses besoins, et Mérieux, plus récemment, a beaucoup travaillé sur la différenciation. Comment on fait pour s'adapter à tous ces élèves différents ? C'est un sacré défi. Oui, trouver l'équilibre entre offrir un cadre, de la sécurité, et en même temps stimuler l'autonomie, la prise de risque intellectuelle. Ça demande une observation constante, une capacité à ajuster sa pratique. C'est une vraie réflexion sur soi, sur ce qu'on fait. C'est clair. Et cette complexité du rôle de l'éducateur, elle prend encore plus de sens quand on regarde l'autre bout de la chaîne, l'apprenant. Là, le texte parle carrément de mutation épistémologique majeure. Fini l'image de l'élève passif, l'éponge qui absorbe. Ah oui, ça c'est vraiment un changement de paradigme énorme dans la pensée éducative. Plusieurs courants ont contribué à ça. Piaget, bien sûr. La construction active des connaissances. Voilà. L'enfant ne reçoit pas le savoir, il le construit en agissant sur le monde. Et puis Vygotsky aussi, très important. Le rôle du social, c'est ça, exactement. Les interactions sociales, le langage, ce sont des moteurs essentiels de l'apprentissage. Et puis, plus récemment, les sciences cognitives nous éclairent beaucoup sur comment ça marche là-haut. Tout ça nous amène à voir l'apprenant non plus comme un objet qu'on modèle, mais comme le sujet, l'acteur principal de ses propres apprentissages. D'accord. Et comment le texte le définit, cet apprenant-acteur ? Alors, la définition est parlante. Un acteur social, cognitif et affectif engagé dans un processus dynamique de construction de savoir, de compétences et d'identité. Chaque mot compte. Acteur, social, cognitif, affectif. Ça dessine un portrait vraiment dynamique. Et actif surtout. Oui, on sent l'engagement. Le texte détaille même 4 dimensions, je crois. Oui, c'est ça. Il y a la dimension cognitive, bien sûr, la construction des savoirs. La dimension sociale, on apprend avec et par les autres, c'est fondamental. La dimension affective, oh là là, celle-là. La motivation, les émotions, l'image de soi. Si ça bloque là, l'apprentissage est souvent, très difficile. C'est clair. Et enfin, la dimension temporelle. L'idée qu'on apprend tout au long de la vie. C'est pas juste un truc d'école.
Cette idée d'engagement actif, ça me rappelle Piaget, justement. Oui, le texte le cite d'ailleurs. Piaget disait « Pour comprendre, il faut agir, il faut transformer. C'est la base. L'engagement peut être physique, manipuler des objets, surtout pour les plus jeunes, mais c'est aussi et surtout un engagement mental, intellectuel. » Et si l'apprenant est au centre, ça change tout pour leur relation pédagogique, non? Ah bah oui, forcément. Ça peut plus être unilatéral. Le prof qui déverse son savoir, ça marche plus comme ça. Ça devient un dialogue, un échange. Interactif. Bidirectionnel même. Logique. Et ça nous amène tout naturellement au troisième acteur, celui qu'on oublie parfois un peu, le milieu éducatif. C'est quoi exactement? Plus que les murs de l'école, j'imagine? Ah oui, bien plus. C'est une notion très large en fait et très influente. Le milieu éducatif, c'est l'ensemble des contextes la famille, l'école, bien sûr, mais aussi les amis, le quartier, le club de foot et les médias, la culture ambiante. D'accord, tout l'environnement, quoi. Voilà. Mais le point clé, c'est que ce n'est pas juste un décor passif. Ça agit. C'est un système dynamique qui structure les expériences, qui influence les interactions entre l'éducateur et l'apprenant. Il influence ce qui est valorisé, ce qui est possible, ce qui est difficile. C'est un acteur à part entière en quelque sorte. Il façonne le processus. C'est intéressant comme perspective. Et le texte s'appuie sur qui pour penser ça? Alors, il y a Vygotsky, encore lui, qui soulignait déjà l'impact du socio-culturel, mais l'article mobilise surtout le modèle écologique de Bronfenbrenner. Bronfenbrenner, ça me dit quelque chose. Oui, c'est un modèle très connu, développé fin des années 70. Il est super utile pour visualiser comment ces différentes couches d'environnement s'imbriquent et s'influencent. Il décrit ça comme des structures emboîtées, un peu comme des poupées russes, si tu veux. Ah oui, d'accord. Alors, quelles sont ces poupées russes? Bon, il y a d'abord le microsystème, c'est l'environnement immédiat, là où on a des interactions directes, fréquentes. La famille, la classe, les copains, le voisinage. Ok, le quotidien direct. C'est ça. Ensuite, le mésosystème. Attention, c'est pas un lieu, c'est les liens entre les microsystèmes, la connexion, la cohérence. Ou pas. Par exemple? Par exemple, la relation entre l'école et la famille. Est-ce qu'elles communiquent bien? Est-ce qu'elles partagent les mêmes attentes? Si c'est conflictuel ou si les messages sont contradictoires, ça crée des tensions pour l'enfant. Je vois. Et après? Après, on a l'exosystème. Ce sont des environnements où l'individu ne participe pas directement, mais qui l'affecte quand même. Comment ça? Pense au travail des parents, le stress au boulot, ou au contraire une bonne ambiance, ça peut rejaillir sur le climat à la maison, non? Ah oui, bien sûr. Ou alors les décisions de la mairie sur les équipements sportifs, les politiques éducatives locales. Tout ça, c'est l'exosystème. Ça a un impact indirect. D'accord. Et il y a encore plus large? Oui, le macrosystème. Là, on est au niveau des grands modèles culturels, des idéologies, des valeurs d'une société, du système politique, économique. Ça définit le cadre général, un peu les règles du jeu. Impressionnant comme modèle. Et il a même ajouté plus tard le chronosystème, pour prendre en compte le temps. L'impact des changements dans la vie, un déménagement, une séparation, mais aussi les grands changements historiques, comme l'arrivée d'Internet, une crise, qui modifie tout le reste. C'est une grille de lecture extrêmement riche, en fait. Mais si on prend ça au sérieux, cette influence à tous les niveaux, ça veut dire que la responsabilité de créer un bon environnement, elle est partagée, non? Ça peut pas être que l'école. C'est exactement ça, c'est la conclusion logique. Si le milieu est si important, alors sa qualité, c'est l'affaire de tous. Créer un environnement porteur, ça demande une synergie, une collaboration entre tous les acteurs. Famille, profs, mais aussi les animateurs, les travailleurs sociaux, les élus, les assos. Il faut que tout le monde tire un peu dans le même sens, quoi. Voilà. Tendre vers plus de cohérence, de soutien mutuel entre toutes ces sphères de vie, pour que ça joue en faveur du développement de l'apprenant. Mais le texte souligne que c'est pas simple. C'est un équilibre délicat à trouver, ce bon milieu. Il faut de la sécurité, un cadre, mais aussi de l'autonomie, de l'exploration, des défis, mais pas trop durs pour pas décourager, le groupe, mais aussi l'individu. Exactement. C'est plein de tensions à gérer. Et c'est là qu'intervient une idée importante de l'auteur, la vigilance écologique permanente de l'éducateur. La vigilance écologique, ça sonne bien, mais ça veut dire quoi concrètement? C'est pas juste comprendre le modèle de Bronfenbrenner dans sa tête, c'est une posture active,
Une attention constante à l'environnement, sous toutes ses formes, physiques, sociales, relationnelles. Et surtout, une attention à comment cet environnement résonne différemment chez chaque jeune, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins, les mêmes sensibilités. D'accord. Et le but, c'est de tout contrôler ? Ah non, surtout pas, ce serait illusoire et même pas souhaitable. Mais cette vigilance, elle permet à l'éducateur d'agir consciemment, de réguler les choses sur lesquelles il a prise. Ça peut être l'aménagement de la classe, les règles de vie, comment on organise le travail, comment on gère les conflits. L'objectif, c'est de faire du milieu, au moins le microsystème classe ou école, un vrai levier pour apprendre, pour s'émanciper, en essayant peut-être de compenser des choses moins faciles venues d'ailleurs. D'accord. Donc, si je résume un peu l'idée forte qui émerge, la réussite éducative, c'est pas juste un super prof ou un élève super motivé ou un milieu parfait tout seul. Non. Ça marche pas comme ça. Tout est lié. Ça se joue dans l'articulation, la connexion, la qualité de la relation entre ces trois pôles. C'est tout à fait ça. Finalement, ce texte de Saïd Dakar, il nous donne une vision systémique et très relationnelle de l'éducation. C'est beaucoup plus qu'une transmission simple. C'est un processus vivant fait d'interactions constantes entre un éducateur qui doit être réflexif, s'adapter, un apprenant qui est reconnu comme acteur, qui construit son parcours. Oui. Et puis, cet ensemble de milieux, ces poupées russes qui façonnent tout ça. C'est une excellente synthèse, oui. L'efficacité, elle est vraiment là, dans cet équilibre dynamique, dans la synergie ou l'absence de synergie parfois, entre ces trois acteurs, éducateur, apprenant, milieu. C'est cette interaction, comme le dit très joliment l'article, qui est le cœur vivant de la pédagogie, ce qui lui donne sa force. C'est une belle image. Et pour ouvrir un peu, pour aller plus loin peut-être, il y a une question qui me semble incontournable aujourd'hui, avec tout ce qui bouge. C'est comment cette triade éducateur-apprenant-milieu, comment elle est bousculée, reconfigurée par le numérique, par tous ces environnements d'apprentissage en ligne hybrides. Ah oui, bonne question. Parce que ça change potentiellement tout. Le rôle du prof, la façon d'apprendre, de s'engager pour l'élève. Et même la définition du milieu. Il devient plus global, peut-être plus fragmenté, moins ancré dans le local. Alors, est-ce que la grille de Bronfenbrenner, avec ses cercles concentriques, est-ce qu'elle suffit encore pour analyser ces nouveaux écosystèmes virtuels ? Ou est-ce qu'il faut la compléter, la repenser ? Vaste chantier. Oui, c'est un vrai sujet de réflexion pour l'éducation de demain, je crois.